d'abord m'excuser de ne pas avoir été là ce matin. J'ai quelques problèmes qui ont risqué de ne pas me, comment dirais-je, de m'empêcher de lire, car j'avais des problèmes ophtalmiques assez graves. Et donc, j'étais ce matin à l'hôpital et peut-être aussi demain matin. Donc, je profite de ce moment de tranquillité entre deux médecins pour remercier Vincenzo de m'avoir invité et pour dire à quel point je ne suis pas véritablement spécialisé dans la littérature camusienne, je m'en excuse. Barreau, déjà, c'est un peu mieux. Le siècle d'or, je me rapproche. Et finalement, j'en arrive au XVIIe siècle français et je vais en parler aussi. Mais quand même, Vincenzo, puisque tu nous fais l'honneur de nous inviter aujourd'hui, et puis parce que je pense que c'est important d'avoir fait ce colloque et que tu le prennes véritablement en charge, parce que je crois que c'est bien que quelqu'un qui vient des études théâtrales s'occupe non seulement de Barreau, mais aussi de Camus, pour non pas l'arracher à la littérature, je ne suis pas comme ça, mais au moins pour remarquer que le rapport de Camus au théâtre passe par aussi la scène. Donc, je voudrais essayer de peut-être travailler sur cet aller-retour que tu as fait autour de l'état de siège, et puis d'ajouter une ou deux petites choses, et puis aussi d'essayer de réfléchir à la manière dont, en France au XVIIe siècle et en France au milieu du XXe siècle, on pensait quelque chose autour du degré de d'hispanité, on va dire ça comme ça. J'utilise ça en utilisant justement un terme d'études culturelles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'hispanité et d'où ça vient? Alors, je sais que quelqu'un après moi va parler de l'auto-sacramental dans l'état de siège et je serais absolument ravi de l'entendre, parce qu'il y a quelque chose là qui me paraît intéressant à cerner. Alors, je vais d'abord dire un ou deux mots sur ton corpus, hein, celui de Camus Barreau, et puis après, j'arriverai à un autre corpus en passant par le personnage de l'astrologue dont tu parles dans les états de siège. Alors d'abord, je voudrais dire que ce qui est intéressant justement au théâtre, c'est qu'on choisit généralement un état particulier, qui est un état de crise, qui est un état de folie, et comme on le verra aussi un état de siège, tel que le théâtre véritablement le conçoit, et que c'est une excellente occasion de penser les relations que des individus ou des groupes d'individus, à la faveur d'un état de crise, de siège, de folie particulier, entretiennent face à la réalité. C'est aussi un moyen d'observer la diversité de ces relations, postures, attitude, a fortiori lorsqu'on choisit à la faveur de cet état particulier des individus ou des groupes d'individus marqués, radicalement éloignés, différents de ce qu'on peut attendre, déplacés d'une certaine manière, et c'est tout l'intérêt du travail, non seulement comparatiste, mais de travail que tu opères, que nous opérons, entre justement on va dire, l'hispanité et la francité. Et c'est parce que l'autre n'est pas moi au théâtre que je peux me penser à sa place. Il s'agit donc de produire sur scène un état particulier pour penser une crise présente, politique, individuelle, collective, en fonction d'une fiction d'un côté et d'un détour géographique et culturel produit pour l'occasion, emprunté à un autre corpus. Et c'est sur ça que vous travaillez depuis ce matin et que vous allez travailler aujourd'hui et demain. Ainsi, on sait que, par exemple, pour entrer directement dans ton corpus, Vincenzo, durant la guerre d'Espagne et ensuite pendant la période franquiste, la situation espagnole a été commentée par le théâtre français. Camus, Barreau n'ont pas été les seuls à mettre en scène l'Espagne contemporaine, on le verra tout à l'heure, en prenant souvent un détour par les textes du XVIIe siècle. Et là, ça m'intéresse puisque comme tu sais, j'ai un grand amour pour l'une des pièces phares de Barreau qui est Numance. Et Numance est là un véritable exemple, dans la mesure où la question est alors de savoir ce qu'on prend à l'Espagne, de ce qu'on utilise de son corpus théâtral à un moment donné. Et je ferai l'hypothèse que ce qu'on prend au théâtre du siècle d'or, ce qu'on prend à Cervantes, autrement dit, ce qu'on prend d'un certain degré d'hispanité, pour faire référence aux études culturelles
au sens de degré d'hispanité, c'est d'une part l'aptitude des comédias et des autres textes théâtraux du siècle d'or à la discontinuité dramaturgique, d'une part, à la concentration épique des actions, d'autre part, et sur un plan plus en profondeur, à sa capacité à convoquer l'autre pour se penser soi. Autrement dit, sa capacité à opérer une focalisation sur un ou plusieurs exemples d'altérité radicale, énoncés un à un, figurés sur scène comme des tableaux pour représenter ce qu'un exemple peut enseigner à ceux qui le regardent et qui, de fait, peuvent partir de cet exemple général et particulier pour l'articuler à leur présent. Et la question, ce n'est pas seulement de travailler sur les stéréotypes, mais de dépasser le problème des stéréotypes pour enchaîner ça à la situation contemporaine. Et on verra que si le théâtre français du XXe siècle privilégie souvent, pour mettre en place une altérité heuristique, des personnages considérés comme authentiquement, en guillemets, espagnols, l'homme du peuple résistant, qui résistent naturellement désespérément, puisqu'ils sont espagnols, hein. Donc, malgré la violence de la force militaire, malgré l'âpreté des généraux ennemis, il y a aussi l'anarchiste désespéré, ou encore l'astrologue, hein, on le verra, qui prévoit la fin de tout et de tous, qui prévoit le destin naturellement tragique. Donc, on voit ça dans le théâtre français du XXe siècle, mais on voit ça aussi dans le théâtre français du XVIIe siècle lui-même, qui a su lui aussi prendre dans les comédias des personnages marqués par l'altérité, puisque dans l'exemple que je prendrais, il y a des tas d'autres exemples, et puis mon camarade Couder est là, puisqu'ils avaient organisé à Nanterre un travail justement sur comédias et pièces de Saint et théâtre français du XVIIe avec Liliane Picciola. Donc, je rends hommage à ça. Et moi, je prendrais juste l'exemple des Fous, c'est-à-dire de l'hôpital des Fous, et on en parle tout à l'heure. Reste que l'altérité du XVIIe siècle est peut-être moins forte en matière d'hispanité, puisque la folie, si elle vient ici d'Espagne et aussi d'Italie, j'en parlerai, est, on le verra, traitée sur un mode universalisant. C'est donc sur ce rapport d'altérité que je m'interrogerai en prenant quelques exemples de la construction d'une hispanité par les Français du XXe siècle et ensuite par ceux du XVIIe, tout ça pour faire plaisir à Vincenzo Mazza. Alors, d'abord, je voudrais rappeler qu'en 1937, Barrault donc monte Numance. Ça sera... J'ai commencé par ça, ça me paraît normal, Numance donc d'après Cervantes, et de son propre aveu, si on regarde YouTube et si on regarde les archives de l'INA, ce que j'ai fait, il doit bien convenir qu'il a fait a posteriori référence à la guerre d'Espagne, puisque la Numancia, comme certains ici le savent bien, et bien mieux que moi d'ailleurs, puisque Jean Canavaggio est là, l'auteur d'une excellente traduction du texte, Folio, donc j'y fais référence, eh bien que ce texte figure la manière dont, en 133 avant Jésus-Christ, encerclés par les légions de Scipion, les défenseurs de Numance ont préféré la mort à la reddition. Bon. C'est, comme le dit Jean Canavaggio, le sujet qu'à son retour des bagnes d'Alger, Cervantes a porté à la scène dans les années 1580, 10 ans avant les débuts de Lope. Alors, il s'agit donc d'une résistance farouche, terrible, désespérée à la violence impérialiste, tyrannique, ou en tout cas dominante. C'est une résistance, encore une fois, c'est un des éléments qui vont être systématiquement pris au corpus espagnol par le corpus français, une résistance si universelle qu'elle peut à bon droit se couler dans le temps présent, dans le temps de 1937, et devenir absolument espagnol et en même temps en rapport à ce que la France voit de l'Espagne. Car si la décision de Barrault de monter Numance est antérieure au déclenchement de la guerre civile, la représentation en 1937 ne peut échapper au rapprochement et les spectateurs ne s'y trompent pas. Il s'agit en effet, et le problème n'est pas de savoir ce que Barrault a voulu faire au moment où il a voulu le faire, mais de ce que Barrault fait au moment où c'est représenté. Hein, c'est le point essentiel. Et ce qu'on voit là, évidemment, c'est que les spectateurs, ne s'y trompons pas, voient qu'il s'agit d'un peuple de citoyens défendant leur liberté menacée
par des généraux. Autrement dit, qu'il est question dans ce théâtre Antoine en 1937 de Madrid et de la guerre d'aujourd'hui. C'est donc la guerre présente, l'actualité brûlante, qui de fait actualise Numance, même si, dans un premier temps, la conduite résistante et désespérée des antiques espagnols devant les généraux romains pouvait partir de l'image authentiquement espagnole d'une sorte de fierté, d'honneur, la honra, la résistance à l'ennemi. D'ailleurs, quelques critiques du temps, on va le voir avec Léris, ont aussi pensé à la résistance du peuple espagnol contre les troupes napoléoniennes. Donc, la résistance, c'est d'une certaine manière une sorte de stéréotype espagnol qu'on va retrouver systématiquement et qui va être ramené par différents éléments du corpus français pour dire, voilà, l'espagnol, c'est celui qui résiste, et donc on l'a vu avec Napoléon, on le voit avec Madrid, on l'a vu avec Numance, c'est un des stéréotypes qui va se mettre en place pour en faire, en fait, un modèle universel du peuple faible qui résiste désespérément au plus fort et à toutes sortes d'impérialismes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1965, lorsque Barrault remonte la tragédie à Orange, puis à Paris, à l'Odéon, l'Espagne est toujours la référence, mais dans le même temps, cette Espagne maintenant de Franco est recouverte par la grande tragédie européenne et mondiale qui s'est jouée entre-temps, et par toutes les tragédies qui se jouent encore dans le monde, pour enfin, comme Léris l'a vu dès 1937, insister sur, je cite Léris, la déconcertante aisance avec laquelle le surnaturel a pris pied sur scène. Donc on passe de la résistance à l'expérience du fantastique et du surnaturel à l'espagnol, on va le voir, et c'est là, après l'hispanité fière et désespérée, l'image de l'hispanité liée au surnaturel grandiose qui apparaît, deuxième élément du corpus des stéréotypes. Vu par les Français. Dès 1937, Léris insiste donc déjà sur le fait que Barrault, je cite, anime les choses, donne un corps à la mythologie, et il s'appesantit du coup sur le fantastique, le grandiose, le mythique que Barrault, aidé de Masson, réalise sur la scène. L'auteur de l'Âge d'homme commente ainsi, je cite, la fantastique scène de nécromancie, celle où le sorcier Marquino réveille un cadavre en l'arrosant et en le fustigeant et apprend de sa bouche le destin de Numance. Mais il est tout aussi enthousiasmé, Léris, par le fait que Barrault a pu donner vie à un fleuve, le Douro, au point qu'il paraît simple de l'entendre parler. Bref, cette altérité qui dévoile une hispanité qui contient quelque chose de fantastique et de surnaturel, se retrouve ainsi dans l'attitude grandiose et toujours aussi désespérée des Espagnols de Numance. C'est ce qui fait à la fois leur différence et une modalisation pour le corpus français, et c'est ce qui les désigne comme des héros universels, au même titre dans d'autres corpus que les Juifs de Masada en 73, et c'est encore en cela qu'ils nous intéressent. Donc, vous voyez ces degrés qui se mettent en place et qu'on retrouve dans la critique française, et d'ailleurs on le trouvera non plus cette fois avec Léris, mais avec Pierre Léris, qui commente aussi Numance et qui dit qu'après avoir remercié Jean-Louis Barrault d'avoir représenté Numance pour la première fois en France, il faudrait ainsi résumer le poème dramatique. Je cite Pierre Léris, cette fois, un fossé creusé par les Romains empêche les Numantins affamés de combattre. Ils s'entretuent plutôt que de se rendre. Le dernier survivant, dédaignant la liberté que le vainqueur lui offre, se précipite du haut d'une tour au pied de Scipion. Les destins individuels qui jouent dans ce drame collectif, n'existent brièvement qu'à la manière de signes. Et puis, il impute à André Masson la seule vérité de Numance, à savoir, là à nouveau, sa dimension mythique. Autrement dit, de la dimension désespérée, mythique, anarchiste, on passe à la dimension mythique, fantastique, par l'immense paysage torride hérissé de monolithes éloquents qui forment le fond immuable du décor, par les deux totems affrontés, la tête du taureau surmontée d'un crâne humain et le faisceau de Rome, par les costumes qui définissent en même temps qu'ils les revêtent Numantins, Romains et personnages symboliques. Masson a merveilleusement servi et commenté l'action
qui se trouve placé dans son vrai milieu mythique. Et rien de plus propice aux nécessités du drame que cette muraille mue par les acteurs eux-mêmes qui s'ouvre et se referme selon que nous sommes dans la ville ou hors de la ville. Et on voit là que c'est exactement dans cet esprit qu'on verra plus tard des gens comme Georges Bataille qui vont analyser longuement la représentation de Numance en juillet 37 cette fois, et au fond quelque chose qui va compléter la question politique dont on parlait tout à l'heure par une question beaucoup plus large et par justement cette représentation non seulement de la résistance acharnée, non seulement d'une fin terrible annoncée, mais aussi par une sorte de sens mythique du tragique, par une force du destin, cette sorte d'hispanité vue par les Français qui s'est largement développée dans la représentation qu'en a faite la compagnie Renaud-Barrault. Mais durant ces années d'avant et d'après-guerre, l'intérêt de Barrault pour l'Espagne, on le sait, grâce à Vincenzo, et pas seulement lui, en tout cas, ne faiblit pas puisqu'il monte en 1948 le fameux état de siège, en collaboration avec Camus. Et cette fois, ce n'est pas seulement une tragédie du siècle d'or que Barrault représente, mais surtout un texte original qui fait pendant à la peste. Le degré d'hispanité est, il faut le dire, a priori bien moindre, même si la scène est à Cadiz. Je laisse tout à l'heure, j'imagine, la question de l'auto-sacramental se mettre en place, mais je voudrais quand même dire que là aussi, la ville est menacée. Là aussi, la ville est assiégée, puis investie par le mal, et autrement dit, cette fois, par la peste qui s'empare de la ville, qui est donc une image du mal. Là encore, Barrault va mettre en scène une image de la résistance, celle qu'on a déjà vue tout à l'heure, hein, cette résistance désespérée espagnole, puisque Diego va s'immoler pour la ville, et à la fois pour celle qu'il aime, mais que cette révolte contre la barbarie, la peste en uniforme nazi, hein, puisque c'est ce que porte, c'est l'uniforme que porte le personnage de la peste à cette époque-là, ne va servir de rien. Ce qui fait que l'autre violent, l'autre désespérant va triompher, le peuple va sombrer dans le chaos et seul l'anarchiste Nada, qui porte évidemment bien son nom et qui est joué par Pierre Brasseur, ce qui le rend doublement rien, au sens où il éructe d'une certaine manière cette violence du rien et il est habillé en ivrogne en guenille, hein, donc il y a toute cette faconde de Pierre Brasseur qui joue à ce moment-là. Eh bien, ce personnage va souscrire à cette situation de crise et d'horreur, c'est-à-dire que le rien souscrit au rien de manière grandiose, mythique, désespérée, et on voit les stéréotypes dont je parlais tout à l'heure s'organiser et se mettre en place. Et donc, c'est l'image, évidemment, d'une détresse anarchiste, d'une révolte vaine et d'une guerre perdue, telle qu'on peut les penser là-bas, autrement dit ailleurs, mais aussi telle qu'on peut les constater universellement après 1945. C'est encore une atmosphère que Barrault et Balthus, qui signent les décors cette fois, donc Masson d'un côté, Balthus de l'autre, il n'y a pas de quoi se plaindre, et ils tentent de rendre dans la scénographie, mais aussi dans le jeu de certains personnages du peuple, comme justement, et c'est ce qui va me servir de pivot, l'astrologue, qui est joué par Jean-Pierre Grandval. Le décor et les personnages sont ainsi à même de signaler que l'ailleurs, le déplacement des lieux, une certaine couleur locale, empruntée à l'Espagne ancienne et à l'Espagne contemporaine, révèle notre présent pérenne. Donc, résistance désespérée devant un destin tragique qui ne peut que triompher, prévision de la chute, terme à la fois religieux et camusien, qui s'accorde à la dérision et à la folie de celui qui croit dans les signes du ciel. On voit ces éléments se mettre en place à travers ce personnage de l'astrologue. Et la référence à l'Espagne est ainsi, pour ces deux pièces montées par Barrault, le moyen le plus sûr pour engager une réflexion sur le mal et sur l'autre radical, largement combattu, en principe vaincu, mais toujours terriblement présent, sans qu'on puisse l'éliminer. On le voit donc par un système de stéréotypes enchâssés, par un système de mise en place de catégories tout à fait précises, on voit un enchaînement qui à la fois allie des éléments formels, puisqu'il s'agit de procéder par tableau, le tableau du mal ou des mots qui sont enchaînés
au destin d'un côté, la possibilité de partir des exemples espagnols historiques pour aller vers une universalité et une réflexion alors sur le mal ou sur l'absurde, on pourra en discuter, et surtout un moyen de jouer entre la spécificité et l'identité stéréotypée espagnole et une constante anthropologique qui serait justement une constante qui serait du côté de l'ailleurs, de l'autre, de la révolte et assurément aussi de l'impossibilité d'arriver à quelque chose de positif. Et ça, c'est l'astrologue qui le raconte. Mais dans le même temps, l'astrologue raconte aussi autre chose, c'est qu'il est fou de penser ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a un autre état particulier qui, lui, vient, si je puis dire, de plus loin et qui est beaucoup plus présent dans la scène du XVIIe siècle français en tant que repérage de stéréotypes espagnols. Alors, je ne vous ferai pas, évidemment, un cours ou n'importe quoi sur la manière dont la langue espagnole est pensée par le XVIIe siècle français. Vous le savez, et puis c'est toujours très amusant de lire ça, puisqu'on a des systèmes stéréotypiques dans Bourg, par exemple, qui explique comment l'espagnol est fier, dans la langue, naturellement, comment l'italien est baroque, comment l'anglais est barbare, enfin bon, et l'allemand aussi, et comment la France, le français, qui est quand même le plus proche du grec, est la langue la plus classique, donc la plus admirable qui soit. Donc là, on est à la fin du XVIIe siècle, et donc on a un rapport comparatiste intéressant sur ce point, et un rapport sur les stéréotypes de la langue intéressant. Mais là, ce qui m'intéresse plus, c'est le début du XVIIe siècle, et les années 30 du XVIIe siècle, où là, cette fois-ci, dans un certain nombre de pièces, et en particulier dans ces deux pièces dont je vais parler, on va mettre en scène un état particulier qui est un moyen de révéler à partir d'une image de l'autre, et qui plus est de l'autre espagnol et fou sur la scène même, ce qu'il en est historiquement de la psyché. Et là, ce qui, très très vite, ce que je voudrais dire, c'est que les deux pièces dont je vais parler, L'Hôpital des Fous de Bays, sont très intéressantes parce qu'on a vraiment l'impression que les personnages de Bays viennent de lire Michel Foucault et qu'ils appliquent absolument ce que Foucault a expliqué dans l'Histoire de la folie. Autrement dit, on est dans une sorte de commentaire avant la lettre de l'Histoire de la folie et du grand renfermement tel que Foucault le décrit à partir sur la question des années 30. Alors, je vais y revenir, mais je voulais juste commencer par ça. Alors, vous voyez, ce moyen, qui est un moyen de faire rire, aller visiter les fous, aller regarder la folie, montre que la folie, qu'elle soit perçue comme une maladie ou comme la spécificité d'un individu, ou même comme la spécificité d'un individu étranger, qui va être le cas, permet alors de mettre au jour, grâce à la représentation scénique, humoristique, divertissante, ce qu'on peut penser, imaginer, interpréter du monde, de la société et des relations domestiques et des manières de vivre, d'une certaine manière, et d'ailleurs avec là aussi un recours à l'humour. C'est le cas du rôle de l'astrologue dans l'état de siège assuré par Grandval, et par cette figuration, le théâtre, cet art de la distance, cet art réflexif, va se permettre de penser à la fois la folie et le monde, de réfléchir à ce que l'époque pense de la folie, et du même coup se pense comme art dans un rapport à ce qu'il convient à un moment donné d'appeler folie. C'est donc en fonction des différentes définitions ou acceptions de la folie au cours de l'histoire que le théâtre va réagir. Il y a quelque chose du côté de l'astrologue, et on va le voir, et quelque chose du côté de l'adaptation de la pièce de Lope à la France. Et on le sait, la folie a une histoire sociale, policière, médicale, intellectuelle, esthétique, qui trouve à chaque époque un écho dans le monde de l'imaginaire et de l'art. Et en l'espèce, cette opération se situe à la faveur d'un double décalage, le décalage qui met en scène l'altérité folle et le décalage qui la situe dans un des lieux particuliers authentiques de la folie, l'excès, l'Espagne, ce qui renforce cette altérité, mais la rend encore plus opérationnelle pour pouvoir penser notre propre folie. C'est donc de l'hispanité de la folie, d'une certaine manière, qu'il faudra aussi parler, y compris au XVIIe siècle, y compris dans le cas qui va nous intéresser maintenant. En effet, dans le cadre de cette réflexion générale sur l'hispanité vue de France comme altérité anthropologique,
ou social ou historique, il est important de signaler ce cas sur lequel je vais rester quelques instants, qui me paraît tout à fait emblématique de ce que le théâtre opère et des expériences qu'il propose. Il s'agit d'une double comédie française, Les Illustres Fous, de Charles Beysse, 1610-1659, qui est publié et représenté en 1653 et qui est une réécriture de l'Hôpital des Fous de 1636 du même auteur. Donc, 1053, 36, et on remonte encore, puisque c'est en effet une pièce capitale pour saisir le tournant épistémologique et les résistances à ce tournant, et c'est aussi un recyclage théâtral propre à transmettre une série de topiques. Car cette comédie, aux références qui sont à la fois espagnoles et italiennes, alors d'abord italienne, puisque je vous rappelle que Tommaso Garzoni a écrit un texte qui est absolument génial, qui s'appelle L'Ospitale dei Pazzi Incurabili, qui est de 1596 et qui a été traduit très très vite sous le nom de l'Hôpital des Folles Incurables en 1620 par De Clarier. Et c'est une sorte de traité de médecine où on fait une visite narrativisée des cas, avec d'ailleurs un concierge qui ressemble à celui de Lope et qui ressemble aussi, comme de gouttes d'eau, à celui de Beysse, on va le voir. Donc, c'est une sorte de traité de médecine et en même temps comment dirais-je, de promenade au zoo, quoi. Voilà. Donc on a ces éléments-là et ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, ça sert de modèle à la fois pour Lope, mais ça sert de modèle évidemment pour Beysse. Et quant à Lope, c'est Los Locos de Valencia, et qui est une comédie suffisamment connue à l'époque pour avoir donné lieu aussi à une pièce flamande. Ça va de soi, puisque je vous rappelle que l'Espagne a quelque chose à faire au nord de l'Europe à l'époque. Et alors là, je citerai simplement ce que John Tillemans m'a donné comme information, et je vais écorcher totalement le flamand, puisque ça s'appelle Min int Lazaruis, Min l'amour, Lazaruis l'asile, et c'est le titre. Et donc, c'est en gros l'amour à l'asile. Hein, voilà. Donc, c'est pas l'hôpital des fous. Oui, c'est là, comme quoi, visiblement, les Flamands sont plus proches de la question amoureuse, qui est une des trames qui permet d'entrer dans l'hôpital. Et c'est de Willem Goldschach et c'est des années 1658. Donc, on a affaire à un recyclage, à une réécriture, à une imitation, mais encore à une appropriation commune et personnelle d'un moment particulier dont Foucault fait état. On notera ainsi d'emblée qu'entre la première et la seconde version, à la fin des années 1630, Charles Beysse, l'auteur français, suspecté d'avoir écrit La Miliade, qui est un poème satirique contre Richelieu, a lui-même connu l'incarcération, puisqu'il a été incarcéré non pas dans un hôpital de fous, on n'est pas encore en Union soviétique, mais à la Bastille, on est en France, et on fera l'hypothèse que l'adéquation entre l'hôpital et la prison s'en trouve comme biographiquement et idéologiquement renforcée dans le deuxième état. Bref, l'intrigue cadre de la double pièce française n'a absolument rien d'original. Elle est prise au théâtre espagnol, elle est prise à la Comédia. Elle représente la quête complexe de deux jeunes aristocrates de Madrid et de Tolède et qui sont à la recherche de leur bien-aimé. Vous n'avez pas à me croire, justement, ils vont les retrouver par hasard à l'hôpital des fous. Donc la fable dramaturgique est à tous égards aussi folle qu'absolument conventionnelle, comme si l'accumulation des complications, des rebondissements, des travestissements était là pour ostensiblement démontrer que cette folie dramaturgique est le propre de l'esthétique, folle, baroque, excentrique, espagnole, standardisée, peu importe, du temps, et le gage du plaisir, fou, baroque, excentrique, standardisé du spectateur. Bref, on s'apercevra à la faveur des rebondissements de cette intrigue, si banale alors et si parfaitement invraisemblable, que chacun est à la recherche de la sœur de l'autre, sans savoir qui est qui. On verra aussi que chacun a eu la folie d'enlever contre la loi lors d'un rapt la sœur de l'autre, puis l'a perdue. Et on constatera encore que les deux femmes sont folles de courir après leur homme et que les deux hommes sont fous de ne pas s'être conformés à des codes sociaux qui leur auraient permis, dans tout ce tracas, d'épouser plutôt leur amante. Bref, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être devant un hôpital de fous et d'aller le visiter.
Et là, de regarder des numéros. Donc, des numéros avec des astrologues, avec des philosophes, etc. Alors, comme je n'ai pas absolument le temps, je ne vais pas vous donner tout le détail de ça, puis je vous renvoie, vous le trouverez sur Gallica, et puis bientôt, on va le publier au Classique Garnier, puisqu'on est en train d'en faire l'édition. Mais ça vaut vraiment le coup, d'ailleurs, ça vaudrait vraiment le coup, ça c'est un autre problème, que de le représenter aujourd'hui. En tout cas, la scène est à Valence, et par hasard, à partir du moment où on accepte les contraintes de la convention dramaturgique, on peut donc tout admettre, y compris le hasard, on voit les deux jeunes hommes qui se retrouvent devant un hôpital de fous. Et faut-il avoir la folie d'entrer chez les fous pour s'en divertir? Faut-il se contenter d'observer les malades? Ou faut-il rester au dehors sous peine de ne rien voir, de ne rien trouver et de ne rien faire? Évidemment, on décide d'entrer, et on voit bien que, à partir de là, excusez-moi, je vous fais passer parce que j'ai retrouvé, quand je préparais ça, c'est-à-dire il y a 2 jours, depuis j'ai fait autre chose, j'ai sorti donc ce que vous pouvez trouver sur Gallica, c'est-à-dire la première traduction de 1720 de l'Hôpital des Fous Incurables, c'est-à-dire du texte italien. Qu'on trouve en français, et j'imagine bien que, si tu veux bien le faire passer, et j'imagine bien que ça a dû être aussi lu, voire peut-être d'ailleurs traduit en espagnol. Alors ils entrent en spectateurs, comme ils entreraient d'ailleurs dans un théâtre d'anatomie, sauf que là, cette fois, ce n'est pas des morts qui voient, c'est des vivants, ou bien plus tard, comme les visiteurs entreront dans l'amphithéâtre de Charcot, à la Salpêtrière, de la même manière. On voit donc que cette coïncidence bien agencée par la dramaturgie va permettre à Don Alfred de rencontrer sa Luciane et à Don Alphonse de rencontrer sa Julie. Et en attendant de trouver là chacun leur belle, ils vont se faire des confidences d'un côté et se divertir de ce qu'ils voient. Alors l'intrigue est tout à fait topique, avec toutes les complications qu'on apprécie à l'époque, mais y compris le cross-dressing et autres changements d'identité. Mais ce qui va plutôt m'intéresser ici, c'est à la fois l'élément classique qui consiste à avoir un défilé de différents fous, et donc à avoir la possibilité de jouer avec ce défilé avec des caractéristiques espagnoles et en leur accolant des caractéristiques françaises, et surtout de mettre un personnage essentiel qui est le personnage du concierge. Parce que, bon, je ne vais pas rester longtemps sur tous les topics de la folie et tous les éléments et tous les systèmes de conversion entre l'Espagne et la France. C'est relativement facile, et vous pourrez voir très facilement en regardant ça qu'on a affaire à un système brouillé, perturbé, qui ne départage pas la folie de la raison, alors que la pièce montre que le concierge, qui représente comiquement la société, lui, va vouloir séparer la folie de la raison et va surtout vouloir classer, puisqu'on commence à classer. Donc, il faut qu'il y ait des fous astrologues, des fous philosophes, des fous poètes, des fous musiciens, etc. Et que, du coup, on ne peut plus imaginer ce rapport. Je vous renvoie à Foucault, comment dirais-je, de fluidité entre la folie et la raison. Et donc, à partir de là, le concierge, se représentant lui-même, va chercher de plus en plus nettement à départager les fous en utilisant des critères précis, modernes, raisonnables, voire scientifiques, comme si on mettait un concierge français à l'intérieur d'un hôpital de fous espagnol. Donc, on a ici quelque chose d'intéressant, et c'est là le plus intéressant dans la seconde version du texte, à savoir que ce personnage de concierge, le plus typique représentant de la surveillance et de la police, ce que nous savons quand même mieux faire que les Espagnols, nous, donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut le constater, et donc de ce que la société met en place à cette période est parallèlement le représentant du plus fou des fous. Alors que la première version s'en tenait à l'adaptation de Lope en mettant en scène quelques numéros de folie interrompus par les deux histoires amoureuses qui s'entrecroisaient, la seconde version, elle, montre comment le concierge et son valet sont eux-mêmes atteints de la folie, de la séparation de la folie et de la raison. Et en plus, ils ont un point de vue sur ce plan qui est aussi un point de vue politique et économique, on va le voir. Donc, premièrement, ils sont eux aussi fous que les autres, pas de problème. On reste dans l'image standardisée du théâtre mundi, telle que tout le monde la connaît à l'époque, tant elle est répétée à en vomir, a fortiori lorsqu'on parle des comédiens, si bien qu'on peut faire rire de manière bien conventionnelle sur la manière dont les comédiens ne font plus la différence entre leur rôle, leur vie, leur personnage, et ça,
C'est pas très difficile. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand on dépasse la question du théâtre du monde, quand on dépasse l'exemple espagnol qui permet non seulement de penser l'autre, mais aussi de saisir ce qui est en train de se passer en France et qui est du côté justement de l'excès de l'enfermement, on a affaire au rêve fou du concierge, qui est le renfermement total de tous, sauf peut-être quelques maîtres, à l'intérieur de l'hôpital. Son idéal, en effet, consiste en ce que la société entière devienne un asile d'aliénés fermé, qu'il pourrait gérer, qu'il pourrait surveiller, en le mettant, le cas échéant, sous le regard de ses supérieurs, si jamais il en reste des supérieurs. La comédie, en effet, présente ces deux personnages, le concierge et son valet, comme s'ils avaient lu, pour les illustrer au mieux, les ouvrages critiques de Michel Foucault, dont l'histoire de la folie à l'âge classique. Car le concierge et son valet discutent ensemble, décrivent leur monde tel qu'ils le voient, tel qu'ils le pensent, tel qu'ils cherchent à le gouverner, et affirment tranquillement, logiquement, qu'il y a tant de fous à l'extérieur qu'il faut trouver de la place pour les enfermer tous à l'hôpital. En particulier, disent-ils, il y a tous ces fous qui viennent de Salamanque, qui sont des étudiants qui ont fini leurs études, qui se sont asséchés et qui ont maintenant leurs esprits tout troublés. Le dialogue entre le concierge et son assistant suit alors une progression très raisonnable, tout à fait logique, absolument sécuritaire et clairement économique, qui ressemble grosso modo à ce qui se passe aujourd'hui à la Chambre des députés, et donc qui, implacablement, en arrive à une conclusion infiniment folle ou contemporaine pour nous, qui sommes habitués à la logique néolibérale de nos gouvernants. Je m'explique. S'il y a autant d'étudiants à enfermer, c'est que l'éducation rend fou, qu'il assèche et qu'il ne mène à rien. Là est la première leçon qu'ils vont tirer de leur constatation empirique. Deuxièmement, et puisque les gens qui viennent de Salamanque et qui sont fous sont de plus en plus éduqués, la conséquence est que les fous se répandent de plus en plus et menacent de plus en plus massivement la société. Il faut donc que ces fous quittent leur maison, qu'on les enferme dans des petites maisons qu'on va construire, donc dans des asiles construits à cet effet. Alors, évidemment, il devient nécessaire de multiplier les asiles dans les villes et dans les provinces, donc de construire de plus en plus de petites maisons. Mais à partir du moment où un grand nombre de fous présumés entrent dans les asiles, va se poser le problème du financement des hôpitaux généraux. D'accord ? Donc, à cette objection financière, le concierge va proposer des solutions efficaces, car selon lui, la folie peut être une bonne affaire commerciale et donner quelques revenus à ceux qui savent s'en servir. On pourra donc, dans cette logique financière de concierge moderne, trouver l'argent pour faire des asiles en vendant les maisons que les fous n'occupent plus puisqu'ils sont à l'asile. La folie, ainsi, rapporterait à ceux qui s'en occupent et qui l'administreraient, puisque les administrateurs des asiles et les gardiens qui les soutiennent gagneraient de l'argent en récupérant celui de la vente des maisons, ce qui permettrait de construire des petites maisons sur lesquelles on demanderait un loyer. Donc, parallèlement, de même que les fous, comme les prisonniers embastillés, et ben, censés quelque chose, peuvent échapper à la misère des lieux et à la mauvaise nourriture en payant le concierge, de même, ils peuvent demander à partager leur petite maison avec qui ils veulent. Donc, on peut aménager la folie en mettant des fous qui sont d'accord avec d'autres fous, des astrologues, avec des prêtres, etc. Donc, on peut, à partir de là, à parier, si vous voulez, les fous. Mais là, ça n'arrête pas le processus logique, puisque, en fait, le concierge est un concierge très français, qui a de la raison et qui sait économiquement gérer les choses. Donc, le processus logique continue, car on doit convenir que tout cela, que ce tournant épistémologique foucaldien changerait à la fois la société et le paysage. On pourrait alors faire en sorte que, peu à peu, la ville de Valence, tout entière, devienne un grand asile, avec beaucoup de petites maisons et plus du tout de grands immeubles. D'ailleurs, ça serait joli et ça plairait à ceux qui regrettent toujours le passé. De plus, on pourrait employer les fous à rendre leur séjour productif. Les poètes, par exemple, à qui l'hôpital convient parfaitement, pourraient écrire des pièces qui seraient jouées, qui rapporteraient de l'argent à l'asile. Donc, vous voyez, on a du théâtre dans le théâtre, mais d'un point de vue économique. On jouerait donc des pièces avec les fous devant les rares gens sensés qui resteraient, et les promoteurs des spectacles, c'est-à-dire le concierge, le marchand de théâtre et son valet, et les maîtres qui ne sont pas suspectés par le concierge d'être fous, ou qui sont encore à même d'avoir du pouvoir sur le concierge pour ne pas être considérés comme fous, feraient évidemment des affaires en faisant jouer du théâtre. Vous voyez donc comment ici, ce qui se passe, c'est qu'on part en fait d'une question
qui est une question assez topique, qui est celle de la folie, pour jouer avec ça, partir de la question de l'excès, de la folie qu'on peut trouver chez les Italiens et les Espagnols, puisque comme ils sont plus que nous, latins, ils sont forcément plus fous. Sauf que nous, on apporte, que la France va apporter quelque chose qui, elle, est de l'ordre de l'excès, mais de l'excès policier, c'est-à-dire de l'excès raisonnable, à intégrer d'une certaine manière la folie à l'intérieur du système politico-économique. Outre la préoccupation bourgeoise et finalement très moderne qu'a le concierge de la nécessité de rendre la folie rentable et les asiles financièrement autosuffisants, voire à même de produire de la richesse, comme on le dirait aujourd'hui pour l'université, le concierge et son valet ont aussi pour objectif de séparer, classer, nommer, regrouper les fous par spécificité en établissant la liste des folies à partir des types de fous qu'ils observent. La modernité est donc décidément en marche à travers ces deux rôles. Alors, je voudrais conclure en disant qu'à travers sa dramaturgie, via le jeu des comédiens et avec sa manière de proposer des clés pour comprendre ce que la folie désigne dans le monde, le théâtre du XVIIe siècle, et on a vu autrement pour le théâtre du XXe siècle, a donc mis en place une série d'expérimentations et de performances sur le moderne clivage de soi tel qu'il peut être vu et pensé au milieu du XVIIe siècle et sur une scène et en passant par un détour, recyclage italien, espagnol, puis retour à la France. On a pu en déduire que le plaisir principal des spectateurs face à la folie et au clivage folie-raison n'a pas été seulement d'assister à la démonstration de la folie des fous, autrement dit, n'a pas été ce que les personnages des deux jeunes aristocrates se proposaient de faire en tout début de comédie. Ce qu'ont pu voir les spectateurs, comme les maîtres, c'est qu'ils ont pu se livrer au plaisir de regarder les fous comme des animaux particuliers, comme des malades, comme des déviants, et de s'en amuser. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire de les regarder comme une altérité. Mais plus encore que les maîtres, ils ont pu se repaître la différence qu'ils imaginaient entre les fous et eux, cela sans danger. Ils ont donc pris du plaisir à voir comment des êtres supposés sains d'esprit, les comédiens, avaient toutes les compétences pour mimer la folie, se demandaient si cette compétence ne marquait pas une certaine porosité entre la folie et le jeu du comédien, et ils ont pu ensuite réfléchir au lien que les conduites des personnages désignés comme folles et celles mimées en tant que telles par les comédiens entretenaient avec le monde supposé raisonnable, celui des regardants, c'est-à-dire le leur, celui des spectateurs. Ça, c'est une première chose. Mais le second mouvement a consisté à s'amuser non plus des fous avérés, des fous de premier degré, des comédiens qui les performent si bien, mais de ceux, et surtout de celui, qui épouse la modernité, qui acte la répartition claire entre folie et raison, et qui prouve, justifie, administre cette séparation en veillant à l'enfermement des fous. Via la performance théâtrale qui figure, qui fait exploser la folie moderne et simultanément l'approfondit, les spectateurs ont alors pu se divertir en voyant que non seulement cette répartition ne fonctionne pas, mais qu'elle entraîne de fait que tout et tous deviennent fous, ou inversement, que la raison soit partout et pour tous, sans qu'on puisse séparer, classer, évaluer. En observant le rôle du concierge, les spectateurs ont eu le plaisir partagé avec la femme et la fille du concierge et avec les fous, de souscrire à une dénonciation du grand enfermement moderne, de la raison moderne, cela grâce à l'expérience du théâtre, grâce à la performance des comédiens, grâce à l'humour, grâce à la fable, grâce au retour à ce degré d'hispanité dont je parlais au départ. De même, ils ont pu comprendre par les mêmes moyens combien la répartition folie-raison, combien le clivage de soi moderne s'opposait à l'idée certes banale mais juste du théâtre du monde. De même, ils ont pu noter que cette nouvelle répartition ou séparation s'opposait à l'ancienne unité de soi et du monde, le théâtre, lieu de divertissement, de réflexion, de liberté, a ainsi mis en doute la manière dont le fou, comme tout individu considéré par la norme comme déviant de comportement et de pensée, devient dangereux pour la société, c'est-à-dire pour ceux qui définissent la norme, et les illustres fous a figuré la façon dont, du grand enfermement dans les hôpitaux généraux, le XVIIe siècle français était passé à la création de petites maisons, spécificités carcérales et cliniques, dédiées aux fous à l'intérieur des hôpitaux. Simultanément, le théâtre a représenté et commenté la nécessité dans laquelle était le pouvoir, comiquement,
et ironiquement personnifiée par le concierge, de légitimer cette mise à l'écart par la production de concepts scientifiques de plus en plus précis et à même de classer et de nommer les différentes folies. Une des premières conclusions de cette pièce, banale en ce temps, est donc que le monde est à la fois un théâtre et un lieu de folie, et que le théâtre, y compris dans sa matérialité, parterre, loge, est le lieu de la folie et du monde. Soit. Mais c'est pas seulement là les derniers feux d'une résistance humaniste ou le maintien d'un point de vue archaïque sur la psyché, c'est bien plus. Il s'agit en effet pas ou pas seulement de se plaindre du temps présent en tant qu'il n'est plus compatible du retournement éternel de la folie en raison et de la raison en folie, mais il signale un passage à une autre réalité scientifique, sociale, philosophique de la folie. Et si résistance il y a dans cette pièce, c'est celle qui ne peut accepter que la folie soit devenue une maladie de la raison, et qu'en tant que telle, elle soit sortie de la société, parquée dans des endroits particuliers, et donc punie comme si elle était un crime. Or, c'est le confinement social et politique, médical et policier, dans un espace clos, que le théâtre a rendu expérimenté et entendu. Dans l'espace moderne fermé du théâtre, les spectateurs de la séance, au XVIIe siècle, français, ont donc vu comment pouvaient s'étaler, croître, embellir les désordres, les folies du monde, et comment la psyché pouvait apparaître comme un système descriptible, classable selon ses particularités, évaluable selon son adéquation ou non à la norme. La fermeture, la clôture du théâtre, mimant le grand renfermement des hôpitaux et enfermant les spectateurs pour qu'ils regardent des sortes de fous tout en partageant leur lieu, a ainsi permis de saisir ce que le siècle inventait en matière de confinement, de catégorisation, de maîtrise des conduites, mais aussi en matière de concentration du plaisir et en matière de pensée. Et il me semble, pour terminer, qu'on peut faire un rapport du point de vue de la mise en place de ce type de travail, entre ce qui se passe avec la folie, j'ai essayé de le montrer au XVIIe siècle, mais ce qui se passe aussi avec l'histoire, ce qui se passe avec les grandes ruptures de l'histoire qu'on a pu voir dans Numance d'un côté et dans l'état de siège de l'autre. Mais n'étant pas spécialiste ni de Camus ni de Barrault, je vous laisserai donc en débattre pour ce qui est du XXe siècle. Merci beaucoup.